Marcus Holloway avait 32 ans lorsque sa femme, après 7 ans de mariage, lui remit les papiers du divorce dans sa chambre d'hôpital, où il se remettait d'un infarctus provoqué par le stress. Le document qu'elle glissa sur sa table de chevet contenait un mot manuscrit. « Je mérite mieux qu'un raté ruiné ». C'était le 14 mars 2014, vers 14h30, un vendredi après-midi, et Marcus venait de perdre tout ce qu'il avait mis 10 ans à construire. Son entreprise de construction, Holloway et Associates, s'était effondrée de façon spectaculaire après qu'un client important eut fait défaut sur un contrat de 4,7 millions de dollars, le laissant personnellement responsable de 3,2 millions de dollars de prêts qu'il avait garantis de sa signature. L'entreprise qu'il avait créée à 22 ans grâce à un prêt de 15 000 dollars de sa grand-mère avait disparu. La modeste maison à 2 étages de sa maison de banlieue à Denver, qu'il avait achetée avec sa femme Vanessa pour 340 000 dollars, était en cours de saisie. Son camion, un Ford F-150 de 2012 qu'il avait acheté d'occasion pour 28 000 dollars, avait été saisi 3 semaines plus tôt. Et maintenant, allongé sur un lit d'hôpital, une perfusion au bras et des moniteurs qui bipent autour de lui, Marcus voyait sa femme, celle qu'il avait soutenue pendant ses études d'infirmier, celle qu'il avait épousée lors d'une cérémonie intime à l'amphithéâtre de Red Rock, quitter sa vie sans se retourner. Avant de poursuivre le récit du parcours de Marcus, de sa descente aux enfers à sa rédemption, si vous croyez aux secondes chances et au pouvoir de la résilience, abonnez-vous et activez les notifications. Dites-nous aussi d'où vous nous regardez. Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires ci-dessous. Voyons maintenant la suite. Vanessa Holloway était serveuse chez Denny's sur Colfax Avenue lorsque Marcus l'a rencontrée il y a 9 ans. Elle avait 23 ans et enchaînait les doubles journées pour financer ses études d'infirmière. Marcus, jeune entrepreneur, gagnait 87 000 dollars par an en construisant des maisons sur mesure dans le marché immobilier florissant de Denver. Il avait laissé un pourboire de 40 dollars sur une addition de petit déjeuner à 23 dollars et elle l'avait rattrapé sur le parking pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. « Ce n'est pas une erreur », avait dit Marcus, remarquant ses yeux vert clair et son sourire radieux qui illuminait toute la matinée. « Mais peut-être me laisserais-tu t'emmener dîner dans un restaurant plus chic que Denny's ?» Ils étaient sortis ensemble pendant 8 mois avant que Marcus ne la demande en mariage sur la plateforme d'observation au sommet du mont Evans, à 4348 mètres d'altitude, avec une bague pour laquelle il avait économisé pendant 3 mois. C'était un simple diamant d'un demi-carat serti sur de l'or blanc, acheté chez un bijoutier de Laramie Square pour 2100 dollars. Vanessa avait pleuré et dit oui, et ils s'étaient mariés 4 mois plus tard, en août 2007, entourés de 60 amis et membres de leur famille, lors d'une réception dans une salle modeste de Golden qui avait coûté 8 500 dollars à Marcus. Pendant les 5 premières années, leur mariage avait été solide. L'entreprise de construction de Marcus prospérait régulièrement. Il était passé de la construction de petites extensions et de la rénovation de cuisines à la conception et à la construction de maisons individuelles sur mesure pour des clients à Cherry Creek et Castle Piney. En 2011, Holloway et Associates généraient 1,8 million de dollars de chiffre d'affaires annuel et Marcus employait 14 personnes, charpentiers, électriciens, plombiers et chefs de projet qualifiés. Il n'était pas riche, du moins pas selon les critères de Denver où les cadres de la tech et les magnats du pétrole dominaient le marché immobilier de luxe, mais il vivait confortablement. Lui et Vanessa étaient passés de leur premier appartement à 7 maisons à 340 000 dollars à Littleton. Ils partaient en vacances au Mexique et dans les Caraïbes une fois par an. Marcus conduisait son fidèle Ford F-150 et Vanessa une Honda CR-V en location longue durée qui leur coûtait 380 dollars par mois. Marcus a financé les études d'infirmière de Vanessa à l'Université d'État métropolitaine, prenant en charge ses frais de scolarité et ses manuels, s'élevant à 32 000 dollars sur 3 ans. Diplômée en 2010, elle a trouvé un emploi d'infirmière en cardiologie au Swedish Medical Center, où elle gagnait 58 000 dollars par an. Il parlait d'avoir des enfants un jour, peut-être dans 1 an ou 2, une fois qu'ils auraient davantage d'économies et une situation financière plus stable. La vie n'était pas parfaite, mais elle était belle. Puis, en 2013, tout a basculé. Marcus avait décroché le plus gros contrat de sa carrière, une maison sur mesure de 4,7 millions de dollars pour un promoteur immobilier du nom de Richard Caldwell, spécialisé dans la revente de biens haut de gamme dans le Denver Tech Center. Il s'agissait d'une demeure moderne de 670 mètres carrés, un véritable chef-d'œuvre, avec des baies vitrées,
du marbre italien importé, une cuisine de chef équipée d'électroménager d'une valeur de 85 000 $ et une piscine à débordement donnant sur les montagnes rocheuses. Le contrat stipulait que Marcus devait avancer une part importante des coûts des matériaux, environ 1,9 million de $, étant entendu que Caldwell effectuerait des paiements échelonnés au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Marcus avait contracté une ligne de crédit professionnel de 2,1 millions de $, garantie personnellement, pour couvrir ses dépenses. Tout se déroulait comme prévu jusqu'à ce que le financement de Caldwell s'effondre en novembre 2013. Le promoteur était surendetté sur plusieurs projets. Lorsque le marché de l'immobilier commercial s'est fléchi, ses créanciers ont retiré leurs fonds. Caldwell a déposé le bilan, procédure de faillite personnelle, et le contrat de 4,7 millions de $ de Marcus est devenu caduc. La banque qui avait accordé la ligne de crédit de 2,1 millions de $, a exigé le remboursement immédiat. Marcus était dans l'incapacité de payer. Il avait déjà dépensé 1,9 million de $ en matériaux et main-d'œuvre pour la maison de Caldwell, désormais achevée à 60% et inachevée sur un terrain qui serait finalement vendu aux enchères pour une bouchée de pain. Marcus s'était forcé de trouver un financement alternatif, de restructurer sa dette, de vendre son matériel et ses véhicules, mais en vain. En janvier 2014, Holloway et Associates étaient officiellement insolvables. Marcus a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 7, liquidant tous ses biens, les actifs de l'entreprise, l'outillage, les camions, et même ses économies personnelles, sur lesquelles il avait mis de côté 14 700 $ pour un apport initial sur un bien locatif. Sa cote de crédit a chuté de 720 à 490. La maison a été saisie. Le stress, les nuits blanches, les appels incessants des créanciers, la honte de voir s'effondrer tout ce qu'il avait construit. Tout cela a culminé avec cet infarctus le 13 mars 2014. Marcus se trouvait sur un chantier, tentant de récupérer des matériaux d'un projet abandonné pour les revendre, lorsque la douleur thoracique a commencé. Une douleur aiguë, irradiant dans son bras gauche, accompagnée de nausées et de vertiges. Son contremaître, un certain Carlos qui travaillait avec lui depuis le début, l'a conduit aux urgences du Swedish Medical, le même hôpital où travaillait Vanessa. Les médecins ont confirmé qu'il s'agissait d'un infarctus du myocarde léger, provoqué par le stress, non mortel mais grave. Ils ont hospitalisé Marcus une nuit en observation, lui ont prescrit des anticoagulants et des bêta-bloquants et lui ont conseillé d'éliminer immédiatement tout stress de sa vie. C'est alors que Vanessa est apparue. Elle était de garde lorsque Marcus a été admis, et la nouvelle s'était répandue dans le service de cardiologie. Marcus Holloway, le mari de l'infirmière Vanessa Holloway, se trouvait dans la chambre 314, en convalescence après un infarctus. Vanessa avait quitté son poste plus tôt et était venue le voir, mais pas pour le réconforter. Elle était venue mettre fin à leur mariage. « Je n'en peux plus, Marcus », avait-elle dit, debout au pied de son lit d'hôpital, les bras croisés, le visage impassible. « Je n'ai pas signé pour épouser un homme ruiné et brisé. Je mérite mieux que ça. » Marcus l'avait fixé, trop faible et trop abasourdi pour répondre. « J'ai consulté un avocat », avait poursuivi Vanessa en sortant une enveloppe Kraft de son grand sac Coach, un sac à 420 $ que Marcus lui avait offert pour Noël 2 ans auparavant, à une époque où l'argent n'était pas aussi rare. Voici les papiers du divorce. Je demande le divorce pour incompatibilité d'humeur. Tu peux garder ce qui restera après la faillite, c'est-à-dire pratiquement rien, et moi, je m'en vais. Je ne coulerai pas avec toi. Elle avait déposé l'enveloppe sur sa table de chevet, à côté d'un gobelet de glaçons qui fondait et d'un pot de jello à moitié mangé. Vanessa avait réussi à articuler Marcus, la voix rauque à cause du masque à oxygène qu'on lui avait mis plus tôt. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble. 7 ans qu'on est mariés. Ça ne veut rien dire. Ça comptait quand tu réussissais, avait rétorqué Vanessa d'un ton sec. Ça comptait quand on avait une maison et un avenir. Mais je ne vais pas passer le reste de ma vie à galérer parce que tu as fait de mauvais choix professionnels. J'ai 30 ans, Marcus. J'ai toute la vie devant moi, et je ne vais pas la gâcher avec quelqu'un qui ne peut pas subvenir à mes besoins. Elle s'était retournée pour partir, puis s'était arrêtée sur le seuil. Oh, et je vois quelqu'un. Il s'appelle Gregory Ashford. Il est cardiologue ici à l'hôpital Swedish, il gagne 340 000 $ par an, et il m'a demandé d'emménager avec lui. Alors, ce n'est pas qu'une question d'argent, Marcus. C'est parce que j'ai trouvé quelqu'un de mieux. Quelqu'un qui peut m'offrir la vie que je mérite. Puis elle était sortie, ses sabots blancs crissant sur le lino,
laissant Marcus seul avec les bips des moniteurs et le poids écrasant de l'abandon. Le divorce fut prononcé 4 mois plus tard, en juillet 2014. Marcus ne le contesta pas. Il n'avait pas d'argent pour un avocat, pas l'énergie de se battre, et, honnêtement, aucune envie de rester marié à une femme qui avait prouvé de façon si flagrante que son amour était conditionné par sa réussite financière. Vanessa s'en est sortie sans dette, la faillite ayant été déclarée uniquement au nom de Marcus. Elle a conservé sa Honda CR-V, son compte d'épargne personnel crédité de 11 400 $ et son emploi d'infirmière. Marcus, quant à lui, n'a rien obtenu, si ce n'est la honte de l'échec et un nouveau départ avec une cote de crédit ruinée. Pendant les 6 mois suivants, il a vécu dans le sous-sol de la maison de sa sœur aînée à Aurora. Rebecca, 36 ans, hygiéniste dentaire et mère de 2 enfants, l'avait accueilli sans le juger. « Tu es mon frère ?» lui avait-elle simplement dit lorsqu'il s'était présenté avec un sac de sport contenant toutes ses affaires, 3 changes de vêtements, un ordinateur portable à l'écran fissuré et un dossier de faillite. « Tu ferais la même chose pour moi. » Marcus dormait sur un canapé-lit et contribuait tant bien que mal à ses courses en enchaînant les petits boulots, journaliers sur des chantiers, mission à 15 $ de l'heure pour déménager. Bref, tout pour ne pas dépendre entièrement de la charité de sa sœur. Il était fauché, anéanti, et souffrait d'une dépression qui lui pesait comme un fardeau chaque matin au réveil. Mais Marcus n'était pas du genre à se laisser abattre. En octobre 2014, sa situation s'était suffisamment stabilisée pour qu'il puisse commencer à réfléchir à sa reconstruction. Impossible pour lui de créer une autre entreprise de construction, avec son crédit ruiné et sans accès au capital, mais il possédait encore des compétences, des connaissances et un réseau précieux dans le secteur du bâtiment à Denver. Il s'est lancé comme consultant indépendant, conseillant des petites entreprises de construction sur les devis, la logistique et la gestion de projets. La rémunération était modeste, entre 40 et 60 $ de l'heure selon les missions. Mais c'était un travail stable qui lui a permis de redorer son blason. Il vivait frugalement, d'une frugalité obsessionnelle. Il achetait des vêtements chez Goodwill, des chemises à 4 $ et des jeans à 8. Il conduisait une Toyota Camry de 1998 qu'il avait acheté 1200 $ en liquide à un type sur Craigslist. Il mangeait des ramen, du riz, des haricots et du poulet achetés en gros chez Costco. Chaque dollar gagné était déposé sur un compte d'épargne ouvert dans une coopérative de crédit, accumulant lentement, péniblement, un capital. En décembre 2015, Marcus avait économisé 18 700 $. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Puis il a rencontré David Shen. David était un ingénieur logiciel de 29 ans qui avait quitté San Francisco pour Denver afin de travailler dans une start-up technologique du quartier artistique de River North. Il avait acheté une maison victorienne à rénover dans le quartier de Highland pour 280 000 $, une propriété qui nécessitait d'importants travaux. Électricité, plomberie, cuisine et salle de bain rénovées et renforcement de la structure. David avait engagé un entrepreneur général qui avait bâclé le travail et disparu avec 45 000 $ d'acompte, laissant la maison à moitié finie et inhabitable. Je ne sais plus à qui faire confiance, avait confié David à Marcus lors de leur rencontre, par le biais d'une connaissance commune, à un événement de réseautage pour petits entrepreneurs. Tous les entrepreneurs que je contacte demandent entre 150 000 et 200 000 $ pour terminer les travaux, et je n'ai pas les moyens. J'ai l'impression de vivre dans un chantier. Marcus avait visité la propriété, évalué l'état des lieux et fait une offre à David. Je peux terminer les travaux pour 95 000 $, tout compris, matériaux et main-d'œuvre. Je ferai la plupart des travaux moi-même et je ne ferai appel à des sous-traitants que pour les travaux spécialisés comme l'électricité et le chauffage, climatisation. Cela me prendra 4 mois et je garantis tous les aspects de la rénovation. Si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse intégralement. David était sceptique. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Avait demandé David, les bras croisés, debout dans la carcasse délabrée de ce qui aurait dû être sa cuisine. Le dernier à qui j'ai fait confiance m'a complètement arnaqué. Marcus avait sorti son téléphone et montré à David des photos de ses précédents projets. Les maisons sur mesure qu'il avait construites avant la faillite, le soin apporté à leur réalisation, les témoignages de clients satisfaits qu'il avait archivés. J'ai tout perdu il y a 2 ans à cause d'un mauvais client, pas parce que je travaille mal, avait dit Marcus honnêtement. J'essaie de reconstruire ma réputation et mon entreprise. Je mettrai tout par écrit. Les étapes clés, les échéanciers de paiement liés aux travaux terminés, les pénalités en cas de retard.
Vous aurez une transparence totale et un contrôle absolu. J'ai besoin de ce chantier pour prouver que je suis toujours capable de tenir mes engagements, et vous avez besoin de quelqu'un qui ira au bout de ce qu'il entreprend. David avait longuement observé Marcus, puis lui avait tendu la main. D'accord. Allons-y. Cette poignée de main a tout changé. Marcus s'est investi corps et âme dans la rénovation de David Chen. Il travaillait 12 heures par jour, 7 jours sur 7, à la démolition, à la charpente, aux cloisons sèches, à la peinture, aux finitions, à l'installation des placards et des plans de travail. Il a embauché des électriciens et des plombiers avec lesquels il avait déjà travaillé avant la faillite, des gens de confiance qui acceptaient un acompte et le solde à la fin des travaux. Il a terminé le projet en 3 mois et demi, soit 2 semaines d'avance, et a réalisé 3200 $ d'économie, qu'il a remboursé à David. La maison était métamorphosée. Ce qui n'était qu'une ruine était devenu une magnifique maison victorienne rénovée, avec des briques apparentes, des équipements modernes, une cuisine de chef avec des plans de travail en quartz et des salles de bain dignes d'un magazine de décoration. David était ravi. Il a publié des photos avant, après sur les réseaux sociaux, a tagué Marcus sur chaque publication et a laissé un avis dithyrambique sur toutes les plateformes de mise en relation avec des entrepreneurs. Marcus Holloway a sauvé ma maison et ma santé mentale, a écrit David sur Yelp, Google Reviews et Ooze. Il est honnête, compétent et a même dépassé ses engagements. Si vous avez besoin de travaux de rénovation à Denver, c'est l'homme qu'il vous faut. Les avis positifs lui ont valu de nouveaux clients. Les amis de David, d'autres employés du secteur technologique qui s'étaient installés à Denver et avaient acheté des maisons à rénover, ont commencé à appeler Marcus. En 6 mois, Marcus avait réalisé 4 autres rénovations, chacune générant entre 60 000 et 110 000 $ de revenus. Il a réinvesti chaque dollar dans l'outillage, le matériel et l'embauche d'une petite équipe d'artisans qualifiés. Mi-2017, Marcus s'était de nouveau imposé comme l'un des entrepreneurs en rénovation les plus fiables de Denver. Pas le plus important, ni le plus tape à accent rave-l'œil, mais celui qu'on appelait pour un travail de qualité et une relation de confiance. Sa nouvelle entreprise, Holloway Rénovation LLC, réalisait un chiffre d'affaires annuel de 840 000 $. Il avait quitté le sous-sol de sa sœur pour un modeste appartement d'une chambre à Englewood pour 950 $ de loyer par mois. Il conduisait un Ford F-150 d'occasion de 2014 qu'il avait acheté pour 19 500 $. Il continuait à vivre frugalement, à épargner avec acharnement, mais il n'était plus fauché. Il reconstruisait quelque chose de concret, de durable. Puis, en octobre 2018, Marcus eut l'opportunité qui allait changer sa vie. Une société d'investissement immobilier, Peak Capital Partners, le contacta. Ils achetaient des biens immobiliers en difficulté dans la région métropolitaine de Denver, des saisies et des ventes à découvert, les rénovaient, puis les revendaient avec profit ou les conservaient comme biens locatifs. Ils recherchaient un entrepreneur fiable, capable de gérer plusieurs projets simultanément et de réaliser des rénovations de haute qualité dans des délais et des budgets serrés. On nous a dit que vous étiez le meilleur du secteur en termes de rapport qualité-prix et de fiabilité, déclara Amanda Reeves, directrice des acquisitions chez Peak Capital, lors de leur première rencontre dans un café du quartier de Lodo. Âgée de 41 ans, élégante et professionnelle, elle portait un blazer sur mesure qui coûtait probablement plus cher que toute la garde-robe de Marcus. Nous prévoyons de rénover 15 à 20 propriétés au cours des 18 prochains mois. La valeur totale du contrat avoisinerait les 2,3 millions de $. Pouvez-vous gérer cela? Marcus avait fait le calcul mentalement. Il lui faudrait agrandir son équipe de 4 à au moins 12 personnes, investir dans davantage d'outils et de véhicules, et mettre en place de meilleurs systèmes de gestion et de planification de projets. C'était risqué, un engagement important, mais c'était aussi exactement le type d'opportunité qu'il recherchait. Je peux m'en charger, répondit Marcus. Mais j'aurai besoin de conditions de paiement flexibles, car je suis encore en train de reconstituer mes réserves. Des paiements échelonnés liés à des étapes clés, et non une facturation à 30 ou 60 jours. Amanda sourit. Cela nous convient. Rédigeons un contrat. Ce contrat fut la base de tout ce qui suivit. Au cours des 2 années suivantes, Marcus rénova 23 propriétés pour Peak Capital Partners. Des maisons saisies dans des quartiers comme Montbello et Globeville, qu'il transforma en maisons prêtes à emménager. Des appartements en copropriété à Capitol, qu'il avait rénovés avec des finitions modernes. Même un petit immeuble à Lakewood qu'il avait transformé en appartement locatif haut de gamme.
Le travail était exigeant, épuisant et incroyablement rentable. Fin 2020, Holloway Rénovation avait généré 3,7 millions de dollars de chiffre d'affaires sur la période contractuelle de 2 ans. Marcus avait agrandi son équipe à 18 employés. Il avait emménagé dans un appartement plus agréable de 2 chambres à Washington Park pour 1 650 dollars par mois. Il conduisait un Ford F-150 Laria neuf de 2019 qu'il avait acheté comptant pour 42 000 dollars. Et il avait économisé 470 000 dollars sur ses comptes professionnels et personnels, un capital qu'il investissait prudemment dans son propre portefeuille immobilier. Car Marcus avait tiré une leçon cruciale de sa faillite. Ne jamais dépendre entièrement d'un seul client, d'un seul contrat ou d'une seule source de revenus. Il avait commencé à acheter lui-même des biens immobiliers en difficulté, de petites maisons individuelles dans des quartiers en pleine mutation, à les rénover avec sa propre équipe, puis à les revendre avec profit ou à les conserver comme location. Abonnez-vous à Jean Folktal et continuons à faire revivre des histoires qui n'étaient pas destinées à rester silencieuses. Poursuivons. En 2022, Marcus possédait 8 immeubles locatifs à Denver, générant un revenu mensuel de 11 400 dollars. Sa fortune s'élevait à 1,2 million de dollars, répartie entre ses parts d'entreprise, ses biens immobiliers et ses économies. Célibataire et âgé de 40 ans, il se concentrait entièrement sur la constitution d'un patrimoine et d'une sécurité financière. Il fréquentait des femmes occasionnellement, mais jamais sérieusement. Les cicatrices de la trahison de Vanessa étaient encore trop vives pour qu'il prenne le risque de se montrer vulnérable à nouveau. Puis, par un froid mardi matin de janvier 2024, Marcus l'aperçut. Il s'était arrêté dans un Starbucks à Cherry Creek pour prendre un café avant de se rendre sur un chantier, et la voilà, Vanessa, assise à une table dans un coin, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur portable, le visage empreint d'une profonde inquiétude. Elle avait changé. Plus âgée, évidemment, comme tous les deux, mais aussi marquée par la vie, d'une manière inattendue pour Marcus. Ses cheveux étaient plus courts, mêlés de gris qu'elle n'avait pas pris la peine de cacher. Elle portait une blouse médicale, la même qu'à l'époque de leur mariage, mais elle paraissait délavée, usée. Elle avait des rides autour des yeux qui n'étaient pas là 10 ans auparavant et une tension dans la mâchoire qui trahissait un stress qu'elle contenait à peine. Marcus aurait pu partir. Il aurait pu sortir sans rien dire, continuer sa vie et ne plus jamais penser à elle. Mais quelque chose, la curiosité peut-être, ou un besoin de conclusion qu'il ne comprenait pas vraiment, le poussa à s'approcher de sa table. « Vanessa » dit-il doucement. Elle leva les yeux, surprise, et pendant un instant, ne le reconnut pas. Puis ses yeux s'écarquillèrent. « Marcus ? Oh mon Dieu, Marcus ? Ça fait longtemps, dit Marcus d'un ton neutre. Il n'était plus en colère, pas vraiment, mais il n'allait pas non plus faire comme s'ils étaient de vieux amis. Vanessa resta là, mal à l'aise, comme si elle ne savait pas si elle devait l'embrasser ou lui serrer la main. Elle se contenta de rester là, les mains jointes devant elle. « Waouh, je ne m'attendais pas à te croiser. Comment vas-tu ? » « Je vais bien, » répondit simplement Marcus. « Vraiment bien, en fait. J'ai relancé l'entreprise, je fais des rénovations et de la promotion immobilière maintenant. Les choses sont stables. » L'expression de Vanessa laissa transparaître quelque chose, peut-être de la surprise ou du regret, avant qu'elle n'esquisse un sourire forcé. « C'est super. Je suis vraiment contente pour toi. Tu as toujours été douée dans ce que tu faisais. » Un silence gênant s'installa entre eux. Finalement, Vanessa désigna la chaise en face d'elle. « Tu veux t'asseoir ? Juste une minute ? J'aimerais bien prendre de tes nouvelles. » Marcus hésita, puis s'assit. Il était curieux, il l'admettait, curieux de savoir ce qu'était devenue la femme qu'il avait plantée dans une chambre d'hôpital, qu'il avait traitée de ratée et qui était passée à autre chose. « Alors, comment ça va ? » demanda Marcus, gardant un ton neutre. Le sourire de Vanessa s'effaça. « Franchement, pas terrible. Grégory, mon ex-mari, le cardiologue, on a divorcé il y a 3 ans. Il s'avère qu'il avait une liaison avec une représentante pharmaceutique. Il m'a quitté pour elle, après 6 ans de mariage. Le divorce a été terrible. » Marcus ne dit rien, il attendit. « Je n'ai pas eu grand-chose lors du règlement, » poursuivit Vanessa d'une voix douce. « Le Colorado n'est pas un État à régime de communauté de biens, et la plupart de ses actifs étaient dans une fiducie créée par ses parents. J'ai eu une pension alimentaire pendant un temps, mais ça s'est arrêté quand je me suis remarié brièvement en 2021. Ce mariage a duré 8 mois avant que je réalise que j'avais fait une autre grosse erreur.
Le type, disons que j'ai un très mauvais jugement en matière d'hommes. Elle rit, mais son rire sonnait faux. Et le travail a été dur. L'hôpital a procédé à des licenciements pendant la pandémie, et mes heures ont été réduites. Je fais maintenant 3 gardes de 12 heures par semaine au lieu de 5, et je gagne environ 64 000 $ par an au lieu des 82 000 $ que je gagnais auparavant. Et puis, j'ai fait de mauvais choix financiers. J'ai acheté un appartement en 2019, pensant que l'immobilier était un investissement sûr. Je l'ai payé 385 000 $, mais le marché a été imprévisible et maintenant il vaut peut-être 340 000 $. Je suis en situation de surendettement. Marcus réfléchissait. La femme qu'il avait quittée parce qu'il ne pouvait pas subvenir à ses besoins, celle qui se disait trop bien pour un entrepreneur en faillite, était maintenant elle-même en difficulté financière, piégée par un bien immobilier qui perdait de la valeur et travaillant à temps partiel. Il y avait une certaine ironie du sort, même si Marcus ne prenait aucun plaisir à sa souffrance. Vanessa le regarda avec une lueur de désespoir dans les yeux. « Marcus, il faut que je te dise quelque chose. J'ai beaucoup pensé à toi ces dernières années. À ce que j'ai fait, à la façon dont je t'ai abandonné quand tu étais au plus bas. J'ai été cruel, et je suis désolé. Vraiment désolé. » Marcus se laissa aller dans son fauteuil. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant? » « Parce que j'ai compris ce que c'est que de tout perdre, » dit Vanessa, la voix légèrement brisée. « J'ai compris ce que c'est que d'être abandonné quand les choses se compliquent. Et j'ai réalisé que je t'ai fait exactement ce que Grégory m'a fait, et je me déteste pour ça. Tu ne méritais pas ça. Tu étais un bon mari, un homme bien. Et j'ai tout gâché par superficialité et stupidité. » Marcus l'observa attentivement, cherchant une quelconque manipulation, un moyen de la manipuler. Mais il ne vit que du regret sincère et de l'épuisement. « J'apprécie tes excuses, » finit par dire Marcus. « Vraiment. Mais Vanessa, ça remonte à 10 ans. J'ai tourné la page. Je ne suis plus en colère, je ne te garde aucune rancune, mais on ne reviendra pas en arrière. Ce chapitre est clos depuis longtemps. » Vanessa hocha la tête en essuyant ses yeux. « Je sais. Je ne te le demandais pas. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. Et que je suis fier de toi pour ta reconstruction. Tu te débrouilles vraiment bien, et tu le mérites amplement. » Elles discutèrent encore une vingtaine de minutes, échangeant des nouvelles les unes des autres. Vanessa lui confia ses difficultés à rembourser son prêt immobilier, son appartement étant à découvert, et qu'elle envisageait elle-même la faillite si la situation ne s'améliorait pas rapidement. Marcus l'écouta, lui donna quelques conseils généraux sur le conseil financier et le rééchelonnement de dettes, puis finit par prendre congé. En retournant à son camion, il ressentit un étrange sentiment d'apaisement. Les excuses de Vanessa n'avaient pas changé le passé, mais elles avaient confirmé une chose importante. La femme qu'il avait aimée 10 ans auparavant n'était qu'une version idéalisée de Vanessa, celle qui n'existait que lorsque tout allait bien. Dès que les difficultés survenaient, elle révélait sa véritable nature, et Marcus ne souhaitait plus jamais revoir cette personne dans sa vie. 3 mois plus tard, en avril 2024, Marcus reçut un message de son avocat spécialisé en droit immobilier. Un bien allait être mis aux enchères pour cause de saisie, un appartement de 2 chambres dans le quartier de Eaglands avec une mise à prix de 220 000 $. Le propriétaire était en défaut de paiement et la banque entreprenait des démarches pour recouvrer ses pertes. Marcus demanda les détails de la propriété et sentit son cœur se serrer en voyant le nom de la propriétaire. Vanessa Holloway, qui n'avait jamais repris son nom après leur divorce, était sur le point de perdre son appartement. Celui-là même dont elle lui avait parlé, celui qu'elle avait acheté 385 000 $ et dont la valeur était désormais inférieure au montant de son prêt. La vente aux enchères était prévue pour le 15 mai 2024. Marcus passa les 3 semaines suivantes à se demander quoi faire. Une partie de lui, celle qui portait encore les stigmates de son abandon, voulait laisser faire. Il voulait voir Vanessa tout perdre comme lui, la voir affronter les conséquences de ses choix financiers sans son intervention. Mais une autre partie de lui, celle qui s'était reconstruite sur des principes d'intégrité et de compassion, savait que ce n'était pas ce qu'il voulait être. La vengeance ne valait pas la peine de compromettre l'homme qu'il était devenu. Pourtant, il existait une troisième voie, à mi-chemin entre la satisfaction vindicative et la charité désintéressée. Marcus aurait pu acheter l'appartement lui-même aux enchères, non pas pour punir Vanessa, mais parce que c'était une excellente opportunité d'investissement. Un bien d'une valeur de 385 000 $ disponible pour potentiellement 220 000 $ au moins, dans un quartier en pleine renaissance. Il pouvait l'acquérir,
proposer à Vanessa un contrat de location-vente lui permettant d'y rester et de reconstituer progressivement son capital, ou le rénover et le revendre avec profit. C'était une simple affaire. Le 15 mai, Marcus se présenta à la vente aux enchères de biens saisis organisée au palais de justice du comté de Denver. Une vingtaine d'autres investisseurs étaient présents, épluchant les annonces immobilières et calculant leur marge bénéficiaire. Lorsque l'appartement de Vanessa fut mis aux enchères, le prix de départ était de 220 000 $. Marcus leva la main. 220 000. Un autre investisseur rétorqua 230. Marcus n'hésita pas. 250. Un silence se fit dans la salle. C'était déjà au-dessus du prix de vente attendu pour un bien dans cet état et à cet emplacement. L'autre investisseur secoua la tête et recula. Le commissaire-priseur annonça une première enchère à 250 000 $, deux enchères, adjugées à l'enchérisseur numéro 47, Marcus Holloway. Marcus remplit les formalités administratives, effectua un virement depuis son compte professionnel et devint officiellement propriétaire de l'ancien appartement de Vanessa. Il disposait de 30 jours avant que Vanessa ne soit expulsée selon la procédure de saisie immobilière habituelle. 3 jours plus tard, Marcus l'appela. Vanessa répondit à la 4e sonnerie, d'une voix méfiante. « Allô? Vanessa, c'est Marcus. Il faut qu'on parle. » Un long silence s'ensuivit. « Si c'est à propos de l'appartement, je le sais déjà. J'ai reçu l'avis de saisie. J'essaie de trouver un logement, mais je n'ai pas beaucoup d'économies. Je serai parti avant la date limite. Je l'ai acheté, dit simplement Marcus. J'ai acheté ton appartement aux enchères. » Silence. Puis, d'une voix à peine audible. « Pourquoi? Parce que c'était un bon investissement, répondit Marcus honnêtement. Mais aussi parce que je voulais te proposer une solution qui ne t'oblige pas à tout perdre. Je te propose un contrat de location-vente. Tu me verses 1 400 $ par mois, ce qui couvre mon prêt immobilier et les taxes foncières, et au bout de 5 ans, tu auras la possibilité de racheter la maison à sa valeur marchande actuelle que nous déterminerons par une expertise indépendante. Tu restes chez toi, tu reconstitues ton patrimoine, et je perçois un revenu locatif stable. C'est un accord équitable pour nous deux. » Vanessa pleurait. Il l'entendait à sa respiration. « Marcus, je ne mérite pas ça. Pas après ce que je t'ai fait. » « Il ne s'agit pas de savoir ce que tu mérites, » répondit doucement Marcus. « Il s'agit de faire ce qui est juste. Tu as fait des erreurs et tu en as assumé les conséquences. Je ne vais pas t'accabler en te mettant à la rue alors que j'ai les moyens de te proposer une meilleure solution. Mais Vanessa, c'est un accord commercial. Je ne fais pas ça pour raviver la flamme ou pour jouer les héros. Je le fais parce que c'est financièrement judicieux et parce que je peux me permettre d'être généreux maintenant. »« Merci, » murmura Vanessa. « Merci infiniment. » Ils signèrent le contrat de location-vente une semaine plus tard et Vanessa resta dans l'appartement. L'année suivante, elle paya tous ses loyers à temps, reconstitua ses économies et commença peu à peu à stabiliser sa situation. Elle et Marcus entretenaient une relation cordiale mais distante, échangeant de temps à autre des SMS concernant des problèmes d'entretien ou des confirmations de paiement, rien de plus. Et Marcus, lui, continuait de bâtir. Début 2025, sa fortune s'élevait à 2,1 millions de $. Holloway Rénovation générait plus de 5 millions de $ de chiffre d'affaires annuel. Il possédait 14 immeubles locatifs et était actionnaire d'une société de promotion immobilière qui construisait des logements abordables dans des quartiers défavorisés de Denver. Il avait réussi, était stable et en paix avec sa vie. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance elle-même. C'est se reconstruire si complètement que ceux qui vous ont abandonné réalisent avoir commis la plus grosse erreur de leur vie. Vanessa avait traité Marcus de raté et était partie à la recherche de quelqu'un de mieux. 10 ans plus tard, elle payait un loyer à l'homme qu'elle avait quitté, vivait dans un logement lui appartenant et survivait grâce à sa générosité. Et Marcus, l'homme qui avait tout perdu, avait prouvé que le succès ne se mesure pas à la hauteur de la chute. Il s'agit de se relever, d'apprendre de ses erreurs et de construire quelque chose de meilleur que ce qui a été détruit. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications pour être averti des nouvelles histoires comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à bientôt.